On a déjà eu la BR0392 en acier avec Morgane, la BR0392 Diver avec Charles. Et bien là, vous avez à côté de moi Mathieu et sa BR03 version fantôme. Et oui, ça pourrait être la sainte trinité des BR0392, mais que nenni, Bell & Ross l'a décliné encore en une dizaine de versions, si ce n'est plus, additionnelles. Une magnifique réussite depuis son lancement. Vous l'avez reconnu Mathieu, ce n'est ni un fantôme, ni un client bidon qui vient faire la promotion de la marque, mais simplement un anonyme qui vient partager son avis sur sa montre. Et oui, la sienne, la fameuse BR0392 Fantôme. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Casper, ça va? Ça va, ça va. Ah, je peux t'appeler Casper pendant cet épisode? On va l'appeler Mathieu, les amis, quand même. Alors, montre-nous cette montre, tel un avion furtif. Il va falloir la regarder de près. BR0392 Fantôme. Fantôme, comme une montre discrète, plein de profondeur, tout de noir vêtu. Ouais, exactement. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Il y a maintenant 3 mois. 3 mois? Ouais, Donc c'est récent? C'est très récent. Ouais. Hein, les amis, vous vous souvenez, Mathieu était venu dans l'un des tout premiers Street Watch avec son Omega Seamaster Peter Blake. Et là, te voilà de nouveau avec une montre qu'on pourrait qualifier de sportive. Ouais, on peut la qualifier de sportive, en tous les cas, un peu différente. Un peu différente. Est-ce que je peux l'essayer? Carrément. Ah oui, ça c'est la partie la meilleure, les amis. L'essayage de montre. Tiens, je te passe la mienne si tu veux également. L'essayer, c'est une Tag Heuer série 6000, les amis. Vous me demandez souvent quelle est la montre que je porte. Eh bien, la voilà. Les amateurs et les plus impliqués sur la chaîne reconnaîtront la montre que j'ai reçue pour mes 30 ans, les amis, c'était il y a 5 ans. Alors, raconte-nous tout. Tu l'as acheté il y a 3 mois. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté une montre où, avec mes vieux yeux, j'ai quand même un petit peu de mal à lire l'heure? Eh bien, écoute, ça a été un long parcours. Ouais. Un très long parcours, l'achat de cette montre, qui a débuté en fait sur un projet de recherche de ma montre. Ouais. Une montre parfaite, Ouais. tu sais, avec un cahier des charges très précis que je m'étais dit, parce que donc j'avais la Seamaster, j'avais ma Spin Master. Ouais. Je dois être le seul dans la communauté des montres à, je dirais pas détester, mais à trouver plein de défauts à la Spin Master. Ouais. Mais tu l'as quand même. Mais je l'ai quand même. Et souvenons-nous, les amis, si vous ne l'avez pas regardé, le Street Watch avec Mathieu et sa Seamaster, tu lui trouvais également des défauts à ta Seamaster. Oui, je lui ai trouvé un défaut, le côté un peu vert des index. Ouais, c'est quelque chose qui m'embêtait. Voilà. Et puis, qu'il n'y ait pas de chrono. Moi, je suis un gars, j'aime bien avoir le chrono. Pour les œufs, c'est hyper pratique. mais tu vois, dans ma recherche de montre parfaite. Donc, est-ce à dire que celle-ci, tu la considères parfaite? Eh ben non. Ah là là. Alors attends, avant, excuse-moi, et les amis, je le perturbe. C'est l'excitation de la saison 3, tout ça. Avant que tu nous dises ce qui ne va pas, ou finalement ce qui n'est pas parfait pour toi, qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi? Eh ben, l'espèce de processus, le cheminement de la trouver, où tout simplement, je me suis retrouvé chez Bell & Ross. Ouais. Un moment où j'avais un budget un peu plus élevé à consacrer à ma montre parfaite. J'avais été pour voir la BR05, puisque lors de l'enregistrement de Street Watch, j'avais rencontré Frédéric, qui est avec sa BR05, et j'avais beaucoup aimé cette montre. Et pour moi, Bell & Ross, les Bell & Ross, donc BR01 à la base, c'était pour moi une montre qui ne m'intéressait pas. Parce qu'elle était trop grosse? Oui, trop grosse, carrée. Moi, je suis le genre de personne à bien aimer les Spin Master, les Seamaster, enfin, une montre un peu plus classique, on va dire.
Et chez eux, j'essaye la BR05. Finalement, je la retrouve un petit peu plus petite. J'avais pas ce souvenir-là. Et puis je me dis, mais quitte à être chez Bell & Ross, autant aller essayer la BR03, enfin le modèle un peu iconique de la marque, le truc qui est reconnaissable. Quelqu'un qui connaît un petit peu les montres, à 200 mètres, tu repères une BR03. Ouais. Je l'essaye. Et alors là, j'ai eu une genre de révélation, la petite musique me disant, mais c'est un truc de dingue. Et jamais je n'y aurais pensé. Jamais j'aurais pensé aimer la BR. Ouais. Et c'est la BR03 Fantôme ou c'était un autre modèle? C'était la première que j'ai enfilée, c'est une chrono céramique, aiguille index blanc. Ouais. Et vraiment, j'ai aimé la forme. J'ai vraiment tout aimé dans cette montre. J'ai le confort. Enfin, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment un truc. Quelques jours avant, j'avais été chez Tag pour essayer la Monaco, étant fan d'automobile, ayant vu 20 fois le film Le Mans avec Steve McQueen, je m'étais dit peut-être dans la recherche de ma montre parfaite, c'est peut-être ça qu'il me faut. Ou là, en essayant la montre, ça, un gâteau qui est tombé. Vraiment, je sais, je comprends les personnes qui ont ces montres-là, mais moi, je sais que j'aurai jamais de cette montre-là, puisque ça me va vraiment pas, ça me convient mais ça, pas. tu l'as su en l'essayant. Et je l'ai su en l'essayant. Et ça, je l'ai vu dans des vidéos dont tu parles, tu dis essayez les montres. Parce que moi, je me suis retrouvé donc avec les deux effets. D'un côté, la Monaco qui ne me va pas du tout. De l'autre côté, les Bell & Ross que j'adore. C'est incroyable à porter. C'est un truc magique, les amis, parce que d'abord, c'est la confirmation que tout peut changer. Tout. En essayant une montre, il se passe quelque chose, il se passe rien, la vie est ainsi faite et heureusement qu'elle est comme ça. L'autre truc qui est finalement paradoxal, c'est que la Monaco a beaucoup dans ses attributs, en termes de format, en termes d'épaisseur, en termes de... c'est un carré de 39 par 39, là on est plus gros qu'une Monaco. Et finalement, on pourrait se dire, on est sur deux modèles qui, si elles vont à un poignet, tu vois, normalement, elles devraient aller. C'est très très proche. Qu'est-ce qui fait que la magie n'a pas marché sur cette Monaco? Peut-être que tu ne sais pas le dire. Si. Alors, il y a deux choses. La première chose, je pense que c'est la couleur du boîtier. Parce que j'ai essayé la BR en acier et ça a moins pris. Ah, ok. Et de plus, je pense que l'air de rien, le fait qu'il y ait ce rond, ça lui apporte une finesse que n'a pas la Monaco. Et puis en dernier lieu, finalement, la Monaco, que je pensais était une montre qui est portable tous les jours, que peu importe comment tu es habillé, etc. Tu vois, quand on voit Steve McQueen dans Le Mans, on se dit c'est une montre qui peut être portée dans n'importe quelle condition. Et moi, quand je l'ai eu au poignet, et pas du tout. J'ai vraiment eu l'impression d'une grosse montre de luxe. Elle est plus épaisse, elle est plus épaisse que cette BR03. Pour le coup, tu aurais essayé la Tag Heuer Monaco, les amis, en céramique. On l'a vu avec le partenariat avec Bamford. Peut-être que tu aurais eu une lecture différente parce que tu n'aurais pas été impacté par le côté brillant ou voyant de l'acier. Donc au départ, tu vas chez Bell & Ross, tu avais le budget pour t'acheter une BR05. BR05, c'est à quoi? C'est à 4 900 €, à peu près. Tu l'essayes, ça fait plouf plouf. Voilà. Et là, tu passes une BR03 chrono céramique. Pour la beauté du geste, en me disant, ce soir, je me coucherai moins bête. Ok, alors les amis, vous vous rendez compte, on a une BR03 ici qui n'est pas chrono. Ça veut dire qu'il n'est pas reparti avec. Et non, oui, je ne suis pas reparti avec parce que j'avais besoin de mûrir un petit peu ce projet. Ensuite, c'est simple, c'est simple. J'ai eu un petit détail à régler sur ma Triumph TR4, je sais que tu es dans les vieilles bagnoles moi aussi, qui fait que mon budget a incroyablement chuté. Tu vois. Et donc, je continue quand même à regarder les annonces, pour le coup en occasion. Mais sinon, tu serais parti sur du neuf.
Je pense parce que de toute façon, on va trouver aujourd'hui un chrono céramique, parce que impossible pour moi le PVD. Le PVD, c'est pas possible, à part si tu veux une montre un peu à la Mad Max, c'est-à-dire noire avec des impacts partout, de couleurs un peu. Enfin, c'était pas possible pour moi. J'aurais pas pu la mettre en ayant une montre qui s'abîme et qui est trop fragile. Alors, les amis, la différence entre le traitement PVD et la céramique, pour le coup, si on est sur un traitement noir ou en céramique, là on est sur la céramique, donc ça veut dire que c'est pas simplement une couverture, un revêtement en PVD qui est noir avec en dessous de l'acier. Là, on est clairement sur de la céramique minérale, ce qui veut dire que c'est teinté dans la masse et que même avec des impacts, même avec des chocs, même avec le temps, même si vous la faites polir, elle restera noire, alors qu'en PVD, à un moment ou un autre, les quelques microns de traitement vont potentiellement s'altérer. Et ça, c'était pas possible. Donc de trouver un chrono céramique, c'est presque, pour l'instant, c'est presque pas possible. Ouais. Donc, du coup, oui, je serais parti sur du neuf. Je regarde les annonces continuellement, on va dire. Des fois que j'ai une montre qui sort du lot. Et là, tu étais sur un chrono encore? J'étais sur une Bell Eros. Ok. Parce que quand j'étais chez Bell Eros, j'étais tellement subjugué par cette BR03 chrono que je lui ai demandé à un gars d'ailleurs, à côté de Madeleine, là, vraiment sympa, mais j'en ai essayé plein. J'ai essayé la Diver qui est aussi géniale, j'ai essayé une normale, j'avais vraiment une préférence pour la chrono. J'en ai essayé 4-5 des comme ça, c'était vraiment, vraiment top. Et donc j'ai BR03. À un moment, j'ai même failli craquer pour une BR03 RS18, le partenariat que Bell Eros a avec Renault Sport, qui maintenant est devenu Alpine. Donc, ils ont fait des modèles, ils font un modèle par an. Et c'est vrai que la RS18 était vraiment sympa. Elle était en céramique, celle-là aussi? Oui, ouais. Céramique. Ouais. Donc, tu étais sur du Bell & Ross où tu t'es fait fissurer en essayant cette BR03 et sur le matériau céramique. Ouais. Mais pour le coup, les amis, je regarde quand même un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et puis quand j'ai un invité qui vient avec un modèle, je vais quand même jeter un œil à toutes les références peu ou prou similaires. Il y en a toute une série quand même en céramique chez Bell & Ross. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur la version dite fantôme? Parce que c'est cadre noir, aiguille noire, index noir. Mais tout ça avec un traitement qui laisse deviner un peu tous ces éléments-là, comme si tu la voyais constamment dans la pénombre. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur quelque chose qui est, si je le chauffe, illisible? Alors bon, de toute façon, lire l'heure sur une montre, finalement, c'est quand même pas essentiel de pouvoir lire en 1/10 de seconde l'heure qu'il est, tu vois. Donc une montre illisible, ou alors une montre faite de 1000 reflets ou sur lequel il faut s'attarder justement pour les découvrir. Quel est le rapport entre cette fantôme et le cahier des charges initial, d'ailleurs, que tu ne nous avais pas précisé? Eh bien, le cahier des charges initial et cette fantôme, il n'y a rien en commun. C'est la magie, les amis. Les jours, ça m'est jamais arrivé, hein, mais le jour où je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec petite montre entre amis, c'est pas possible. Je me re-regarde en boucle ce que vient de dire Mathieu, et là on a tout compris de la passion dévorante des montres. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Si, alors, une chose. Ouais. Elle est quand même assez robuste. Et c'est ça ton adjectif sur cette Bell & Ross? Non. C'est quoi ton adjectif? Déroutante. Déroutante. Ça c'est clair qu'elle est... dans le bon côté des choses. Ouais. Parce qu'elle m'a vraiment dérouté. Mon cahier des charges, c'était un chrono, ouais, avec une résistance de 100 mètres minimum. Ouais. Étanchéité, tu veux dire? Ouais. Ouais. Important pour moi. De préférence Panda. Ouais. Et avec une lunette tachymétrique. Ah ouais, ben là t'en es loin. Hein. J'en suis très loin. Là, les amis, on va se régaler sur ta prochaine montre parce qu'il va avoir des choses à nous raconter. Ça va être absolument passionnant. Mais comme tu as essayé ça, et tout ça c'est arrivé dans une boutique Bell & Ross, au final tu as eu une petite problématique où il a dû, une Triumph TR4, les amis, le vintage dans les autos, parfois ça coûte un petit peu de sous. Donc tu as
tu t'es projeté sur l'occasion. Oui. Et donc, tu l'as acheté en ligne, tu l'as vu avant, tu es allé sur Chrono 24, sur Chronext, tu es allé où? Et c'est pour ça que je suis tombé sur cette montre-là. Moi, toutes mes montres, je les achète sur Le Bon Coin. Je sais tu en avais parlé. Et un jour, je tombe sur une annonce. Cette annonce, elle est bien placée en termes de prix, voire très bien placée en termes de prix. Le mec, il vit dans ma ville, là où je suis. Et au moment de se donner rendez-vous pour faire l'achat, on se donne rendez-vous dans ma salle de sport, parce qu'on est dans la même salle de sport. Ah, c'est bon. Et en fait, le gars, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Donc tu es rassuré. Tu es rassuré. De toute façon, ça se passe comme ça. Quand tu achètes une montre sur Le Bon Coin, sur une plateforme comme ça, tu as aussi un échange humain. Bien sûr. Si ça se passe pas, ça se passe pas. Et il faut même fuir s'il y a un mauvais échange humain. Et là, ça a été super. Le gars super sympa, je le vois encore. Et voilà. Et lorsque j'essaye cette montre-là en fantôme, révélation, c'est vraiment super cool. Parce que tu l'avais jamais essayé avant de le voir. En fantôme, je l'avais juste vu et je m'étais dit, dis donc, c'est un peu gonflé ça. Comment tu fais pour lire l'heure avec ça? Et le mec super sympa à côté de Madeleine, il m'a dit, mais si, il y a cette espèce de petit contraste qui fait que c'est assez lisible. Et il n'a pas tort. Si tu la bouges un petit peu, non mais en fait, les amis, il faut juste pas être pressé. Hein, voilà. Faut pas... L'heure, ça se mérite. Exactement. Et oui, les amis, fut un temps, l'heure, ça se méritait. Et oui, c'était la beauté de l'horlogerie au 19e siècle. Neuf, ça coûte 3600 balles, je crois. Tu l'as acheté combien d'occasion? Un peu moins de 2000 €. Un peu moins de 2000 €? Un peu moins de 2000 €. Donc 50% moins cher. Presque. En full set, tout. Voilà. Elle était de quelle année? Elle est de 2016. Donc le vendeur m'a expliqué que au moment de l'achat, il y a eu une demande d'échange entre le bracelet qui normalement est noir avec celui-ci qui est un petit peu bleu canard. Je trouve que ça lui va vachement bien. Ça lui rajoute un petit peu de classe à cette montre qu'on ne sait pas trop placer, sport, un peu plutôt cherchant une espèce de twist si tu es bien habillé. J'apprécie énormément ça. En tout cas, elle n'est pas simple à filmer, les amis, comme vous pouvez le voir, pour réussir à aller chercher ces nuances, ces 50 nuances de noir. Ouh là 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 là, ça chauffe avec Bell & Ross. C'est vraiment pas simple. Je suis d'accord avec toi, ce gris mat, c'est une montre très mat, finalement. Ça lui va bien. C'est quoi le petit détail que tu préfères dessus? Il y a deux choses que j'aime bien. Il y a... Alors, une première chose, c'est pas vraiment un petit détail. Tu vois, mon père est un geek. Mon père, lui, est archi geek. Il est connecté que tu n'y crois pas du tout. Et il a toujours eu des montres connectées. Et moi, je me suis toujours foutu de lui en me disant que ça servait à rien. Et la première fois que je la porte en le voyant, il me dit « Ah, bah yeah, toi aussi t'es passé à une montre connectée !» Et ça, j'aime bien ça. Ce côté un peu... Mais qu'est-ce qui... Attends, c'est la forme qui lui a fait dire ça. C'est le bracelet... c'est le côté noir, parce qu'une montre connectée, quand elle n'est pas allumée, elle est toute noire. Et donc, il a cru que c'était un écran éteint. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui est complètement invisible pour une personne qui ne la connaît pas, c'est le fond de boîte, l'arrière. Je trouve cette façon d'écrire les éléments, un peu genre cartouche de dessin technique. Je suis d'accord. Je trouve ça hyper malin. De toute façon, je trouve que Bell & Ross est une marque hyper maligne. Mais ça, c'est toute la logique de leur... elle fait partie de la gamme instruments, les amis, je crois. Tu me diras si je me trompe. Et effectivement, toutes les BR03 92, BR01, ça aurait été pareil, BRS, etc., sont taguées comme ça là derrière, comme effectivement une fiche technique d'un produit en dotation militaire, qui est quand même l'ADN de la marque lancée il y a presque 30 ans, attends 93 de mémoire. Donc ça veut dire qu'en 2023, les amis, Bell & Ross va avoir 30 ans. Ça promet, j'espère, de belles nouveautés. BR0392, ça veut dire calibre TA 2892 dedans.
Ça, tu te préoccupes un petit peu de la mécanique qu'il y a dedans? Tu t'en es préoccupé là-dessus ou pas du tout? Alors, je me préoccupais de la mécanique avant de connaître ta chaîne. Ouais. Et c'est vrai que non, mais c'est complètement. Et tu t'es fait quoi? Tu t'es fait marabouter par la chaîne et maintenant ça t'intéresse plus? Dans le genre déroutant, parce que quand j'ai dit déroutante, c'est dans le bon côté des choses. Hein. Ouais, C'est-à-dire que j'avais un chemin et elle m'en a sorti complètement. Ouais. Je cherchais la montre parfaite et aujourd'hui je sais que je pourrais pas ne plus avoir de BR03. Donc je suis plus en recherche d'une montre. Mais dans ta chaîne, plusieurs fois, on t'a parlé des calibres. Et c'est vrai que l'avenir autour des mouvements, manufactures, etc., je ne sais pas trop si c'est intelligent d'aller chercher, par exemple, un mouvement un peu spécifique. Parce que mettons que dans 30 ans, je veux faire réparer un mouvement un peu spécifique qui ne se serait pas vendu à beaucoup d'exemplaires. Ça peut peut-être être une galère. Alors que là, tu es sur un mouvement un peu plus classique, un peu plus tout-terrain, que tu peux confier à peu importe. Mais est-ce que tu n'es pas influencé par ta culture automobile ou quand tu as une Triumph TR4, 3 ou 5 d'ailleurs, tu sais qu'il y en a eu tellement, alors pas la TR5 les amis, parce que celle-là elle est très particulière, mais tu as toutes les pièces, tout a été réusiné, etc. Et je pense que là, Mathieu soulève un sujet qui est intéressant. Je crois que d'un côté, quand tu veux te positionner, et c'est le cas de Bell & Ross, parce que ça cartonne, parce qu'ils font un boulot, ils ont réussi à construire une marque extrêmement solide en moins de 30 ans. Si tu veux, comme tout le monde, les amis, c'est la vérité, augmenter tes prix de 5 à 10% chaque année, le marché, là où il va, c'est que si tu veux vendre une montre à 5, 6, 7, peut-être plus, si tu n'as pas de mouvement dit manufacture, c'est pas le moment de revenir sur la polémique ou non de qu'est-ce qu'un mouvement manufacture, ça va être difficile. Parce qu'à un moment ou un autre, l'information est de plus en plus connue que là, il y a des calibres dits standards, emboîtés par des dizaines de marques, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiables, d'accord, mais qui font que tu te retrouves avec des modèles avec des prix allant de 1 à 3, avec des ratios de 1 à 3, avec le même mouvement. Je suis d'accord. Et ça, c'est un peu les recherches que je fais en ce moment. Et de me rendre compte. Mais recherche pas trop, parce qu'au moment d'acheter. Exactement. Mais par contre, tu vois, je ne me suis pas du tout renseigné là-dessus parce que c'est hors budget, mais Bell & Ross, est-ce que ça serait pas leur mouvement sur les BR03, les X? Bonne question, les amis, je n'en sais rien, je ne crois pas, mais il me semble avoir une petite question sur le quiz, sur le sujet, donc je ne m'étends pas sur la question. Les amis, on enchaîne avec la séquence souvenir. Tiens, je te la rends, belle montre, attachante, c'est une BR03 comme on en a vu sur la chaîne. Et là, pour le coup, elle est extrêmement discrète, d'où son nom fantôme, tel un avion furtif. Donc, tu dis que ton papa est geek, mais attends, à un moment, je me suis dit, mais le papa de Mathieu, il a quel âge il a, ton père? 63. Ah ouais, non, mais c'est un geek de la première heure. Ah, c'est un geek. Ouais. Et toi, tu as quel âge, toi? Geek. Moi, j'ai 36. 36. Ouais. Et tu as démarré comment dans le schmilblick? Parce que comme il est passé dans Streetwatch, on n'a pas fait souvenir. Vous voyez la mécanique? Donc, tu te souviens de ta première montre? Alors, tu as le droit à deux choses. Tu as le droit à nous dire deux trucs. Ta première montre, si tu t'en souviens, et le moment dans ta vie où tu as shifté de une montre pour te donner l'heure à une montre émotion, passion, c'est-à-dire un truc qui sert à rien mais qui nous fait vibrer grave, quoi. Donc, les montres d'enfance n'ont pas grand intérêt. La première montre vraiment dont je me souviens que j'ai énormément porté, je faisais de la régate quand j'étais jeune, donc en dériveur léger. Et Casio avait sorti une montre spécifique pour faire les comptes à rebours. Donc la procédure de départ. La procédure de départ. D'ailleurs, il y a beaucoup de montres mécaniques, de belles montres qui ont ces procédures de départ. Entre autres la Seamaster NZL32 avec les petits ronds, ce genre de choses.
Et donc Casio avait sorti ça. Ça, c'est un partenariat avec les Kiwis de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Exactement. Ouais. Et Casio avait sorti une montre pouvant faire ça avec un bouton Start. Tu l'as encore sur le début. Je l'ai recherché, je suis sûr de l'avoir. Il vient dans l'émission, il est sûr de l'avoir, il la trouve pas, c'est pas possible. Je suis sûr de l'avoir. Le gars, il part déjà avec un but dans la lucarne avant que le quiz ne démarre. C'est pas possible, ça. Carrément. Donc ça, ouais, tu l'as. Je l'ai énormément porté. Mais c'était vraiment une tool watch pour toi. Ah bah voilà. Réellement, tu l'utilisais dans ta procédure de départ. Je l'ai utilisé pendant 5-6 ans et c'était vraiment. Je me souviens d'avoir fait des dizaines et des dizaines de départs avec cette montre. Et jamais tu t'es dit, je vais aller sur une montre mécanique avec, pour les régates? J'avais 12 ans. Hein. Ah oui, mais t'en as 35. Alors, aujourd'hui, c'est un truc qui me trotte dans la tête. J'aimerais bien reprendre la régate. Et c'est vrai que je me souviens d'un Américain, parce que j'avais été faire des compétitions un peu plus élevées, un Américain qui avait une montre mécanique et qui faisait ses départs avec ça. C'était une classe folle. La classe internationale. On salue Gilles, les amis qui étaient venus avec sa Rolex GMT Master et qui nous avait parlé longuement de régate. À bientôt Gilles, et bien évidemment tu es le bienvenu si tu veux revenir sur la chaîne. Mais ça c'était ta Casio, et après le Shift. Le Shift c'était la Seamaster Peter Blake? Non, je m'étais acheté une petite Omega de ville, qui était vraiment toute petite en 35, et là ça a été le vrai changement. En fait moi je sais que tu aimes beaucoup les vintage quartz, mais moi il y a quelque chose que j'ai pas trouvé avant d'avoir cette montre et qui fait qu'aujourd'hui je suis une grande passion de ces montres, c'est le défilement de la trotteuse. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut parler de trotteuse, cette espèce de mouvement complètement fluide, et plus il est fluide, plus je trouve ça hypnotisant. Je suis capable de regarder ce mouvement-là complètement fluide. Et donc, cette Omega, forcément, avait cette petite trotteuse hyper fluide, et c'est là qu'a commencé le problème. Et oui, c'est là que tu t'es rendu compte qu'entre un écran LCD sur une Casio et une trotteuse qui glisse comme ça, alors qui glisse réellement, ça glisse sur quel type de montre? Ça glisse sur des modèles d'aujourd'hui, on pense tout de suite au Seiko Spring Drive, bien évidemment. Mais ça a démarré avec les modèles Accutron, et ce brevet Accutron qui a été développé par Ebosch, qui a été complété par Ebosch SA avec les mouvements ESA qu'il y a pu y avoir sur les Omega, sur les Longines, sur des Zénith, etc. C'était le début des montres électroniques où là tu avais vraiment une trotteuse où c'était difficile de voir qu'elle avait des à-coups, tellement la fréquence était élevé. Les amis, on s'est régalé avec ces séquences souvenirs, et c'est le moment de passer au célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt, Mathieu? Je lui ai concocté, 3 superbes questions sur Bell & Ross. Alors, est-ce que tu es prêt? On va voir. Je les lis dans l'ordre, donc il n'y a pas de stratégie de difficulté, etc. Alors, en novembre 2021, donc bientôt, Bell & Ross participera à une célèbre vente caritative. Laquelle? Réponse A, Only Watch. Réponse B, Moonwatch Only. Réponse C, Polywatch. Je dirais la première. Mais la première, c'est Polywatch. Polywatch, ça me fait penser à quelque chose que tu es juste obligé d'utiliser quand tu as une Spin Master, genre tous les 2 jours. Parce que, Moonwatch. Moonwatch Only. Only. À moins que je ne sois pas au courant de quelque chose, mais je pense. Bon, allez, je reste sur ma première, même si la réponse A, Only Watch. Et oui, quelle belle réponse, c'est superbe. Vente le 6 novembre 2021 par l'association monégasque contre les myopathies. C'est organisé par Christie's, lancé en 2005. Ça a levé, vous vous rendez compte, plus de 70 millions d'euros.
Donc il y a plusieurs dizaines de marques qui sortent spécialement un modèle unique pour cette vente. Le record, c'est pour une FP Journe vendue 1,8 million de francs suisses, tu te rends compte, en 2018, pour la bonne cause, une association caritative monégasque. Et là, pour le coup, Bell & Ross propose, je lis parce que c'est assez complexe, une BR01. Donc format 45 mm, et toi tu es en 42. Avec un boîtier intégralement en verre saphir, avec une tête de mort. C'est un bel exercice de style, c'est probablement aussi un bel exercice de R&D, les amis. Estimation entre 90 000 et 110 000 francs suisses. Deux autres marques françaises s'illustrent dans cette prochaine vente, Baltic et Réservoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces ventes? Parce que, les amis, il faut quand même réfléchir au sujet. D'un côté, il y a l'approche caritative, qui est magnifique, qui est essentielle, où tout le monde peut et devrait pouvoir s'impliquer. Et puis de l'autre côté, il y a finalement une façon de, je pense à Réservoir et à Baltic, deux marques très très jeunes, c'est une façon de faire coter ces montres. Puisque si tu as un modèle qui part à 10 000 balles, tout d'un coup, ça soutient le marché de tes propres modèles dans la distribution. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je me mets quelque part à la place de ces jeunes marques. C'est pas facile de se faire une place. C'est pour ça que ces deux-là, Baltic et Réservoir, ont bien raison de tenter leur chance. Je ne sais pas, je ne connais pas les conditions de participation, mais en tout cas, c'est un truc qui est intéressant. Alors, Polywatch, tu l'as dit, hein, ça coûte 3 fois rien. C'est un petit tube blanc avec un capuchon noir qui sert à polir les verres en plastique, en ésalite, etc. Donc, sur une Moonwatch ancienne, on va dire, il n'y a pas encore de verre saphir, et donc on peut polir. C'est super efficace, vous risquez pas grand-chose, ça coûte 3 fois rien, il faut y aller. Moonwatch Only, c'était la boutade. Mais il y avait une double boutade, les amis. C'est un superbe bouquin sur la Speedmaster. De mémoire, ils sont à la 2e ou 3e édition, écrit par Anthony Marquier et Grégoire Rossier. J'ai envie de leur dire, ils pourraient lancer la marque Mar & Ross. Bon, ok, je sors, c'est pas grave. Écoute, tu mènes 1-0. Super. C'est pas mal. On enchaîne sur la deuxième question. Alors, je regarde rapidement. Ah oui, alors là, je crois qu'elle est cadeau parce qu'en fait, on est tombé sur un client quand même assez pointu sur le sujet. Bell & Ross a récolté récemment le fruit de son implication dans la course automobile avec réponse A, l'implication de Romain Grosjean en IndyCar. Réponse B, la première victoire d'Alpine en F1 depuis son retour en 2021 avec Esteban Ocon. Réponse C, les 2 titres de champion de Formule E glanés par Jean-Éric Vergne. Alors, c'est drôle de parler de Formule 1, donc parce que c'est Formule 1 avec Esteban. Donc la réponse B. Réponse B. Wow, il est bon le mec, il touche sa bille, c'est beau. Parce que après avoir essayé la Bell & Ross en magasin, j'ai vu, tu sais, sur Netflix, il y a une super série Formula One. Et tu vois toute l'équipe Renault, puisque c'est sur Formula One, c'est sur l'année 2020. Sur toute l'équipe Renault ont des Bell & Ross à le poignet. Et moi, ça m'a aidé à me dire, c'est vraiment ça qu'il me faut. Parce que tu vois, tu le voyais vraiment dans différentes… Mais il faut que je sorte le quiz alors pour que tu penses à nous en parler. Ouais, j'avais oublié ça. Tu les vois dans différents, donc avec des chemises ou avec des vêtements streetwear, etc., avec les Bell & Ross au poignet, et tu te dis, ça passe dans tous ces cas. Donc c'est un partenariat, je pense, hyper intelligent aussi qu'ils ont fait avec Les amis, lancé en 2016, c'était avec Renault F1, et à l'époque, les modèles Bell & Ross étaient look Bell & Ross avec une pointe de jaune, la couleur de Renault en Formule 1, et pas que d'ailleurs. Et depuis 2021, il y a 3 modèles, BR03, et puis BRX également, avec le nom de code A521 qui est le numéro de l'Alpine qui tourne actuellement en Formule 1. Tu te souviens quand est-ce que Renault avec une Alpine a gagné Le Mans? Waouh,
Ah ouais, parce que c'est bien de regarder Steve McQueen avec sa Tiger Air Monaco qui portait pas vraiment, hein, même pas du tout à l'époque, mais ça c'est un autre sujet. Tu te souviens? C'est ce qu'on appelle un beau placement produit ouais, quand même. Ah, mais à l'époque c'était différent quand même, je pense. Il y a encore un peu de la chronométrie. Hein. Alors, Renault, Le Mans, 1900? J'étais pas né. Hein. 1900, moi j'étais né. Mais je suivais pas Le Mans à l'époque. Je dirais dans les... je vais dire une bêtise. Non, mais dis. Non, je pense qu'on... bien taper 70, fin 70, je dirais. Ouais, vas-y, dis-moi. 1978. Ouais, eh oui, 1978, Alpine Renault avec une A442 Alpine qui fait un carton avec ses berlinettes qui ont été relancées ces derniers temps. Et bravo à eux. Écoute, tu mènes de 0 quand même. Et est-ce que là, tu comptes faire le hat-trick? On va voir. Alors, le hat-trick veut dire deux choses. Hein. Veut dire le coup du chapeau, certes, hein, et gagner 3-0. Et normalement, c'est le hat, c'est la casquette, mais je l'ai oublié, la casquette. Eh oui, que voulez-vous, c'est le premier enregistrement que je fais depuis mon retour de congé, je l'ai oublié. Donc, si tu gagnes 3-0, tu auras le droit, je te l'enverrai, à la casquette d'Alicious, les amis, que tu as bien mérité. Alors, troisième et dernière question. T'es prêt? Ouais. En juillet 2021, donc c'est récent ça, Bell & Ross a annoncé un modèle en partenariat avec la Patrouille de France. Alors attention, 2 intrus se cachent parmi ces affirmations. Donc je te donne 3 affirmations, il y en a 2 qui sont bidons, et il n'y en a qu'une qui est valable. Réponse A, c'est une série limitée à 50 exemplaires. Réponse B, les pilotes recevront une version à quartz en dotation. Réponse C, le modèle intègre un calibre manufacture Bell & Ross. Donc sur les 3 réponses que je viens de te donner, il y en a 2 qui sont erronées par rapport à ce partenariat avec la Patrouille de France. Eh ouais, hein. Là, tu crois que la casquette et le hat-trick, ils se gagnent comme ça? Ouais. La première, je pense pas. Donc la première réponse, je pense qu'on peut l'effacer. Donc c'est pas une série limitée à 50 exemplaires? Je pense pas, je l'ai vu sur le site internet. Donc, ok, je sais pas moi. Franchement, non plus, si c'était 50 exemplaires, elle serait vendue depuis bien longtemps. Moi, j'en sais rien. Réponse B. Les pilotes recevront en dotation un modèle à quartz. Alors, en fait, ce qui me met le doute, c'est que la dernière partie, c'est calibre manufacturé, puisque tout à l'heure, on parlait des calibres manufacturés par Bell & Ross. On n'a pas forcément rebondi là-dessus, à moins que tu savais que tu allais me poser cette question. Donc, le modèle à quartz, vu que la BRS, elle est en modèle à quartz, peut-être qu'ils ont besoin, la Patrouille de France, d'avoir un système un peu plus précis qu'une mécanique. Je vais partir sur le quartz, mais ouais, je suis pas sûr. Il est bon, c'est pas possible ça. Bravo les amis, tonnerre d'applaudissements, bien sûr. C'est une série limitée à 500 exemplaires et non pas 50. Et il y a un calibre 28-94 dedans. 28-92 avec un module chronométrique. Et pour le coup, la vraie bonne info qui est intéressante à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec la Patrouille de France. Le modèle à acheter en boutique à 5 900 € est un calibre automatique, mais les pilotes, eux, il y en a 9 actuellement, puis ça change, mais il n'y en a toujours que 9, puisque la Patrouille, il y a 9 Alpha Jet, avant c'était des Fuga Magister et avant des Dassault. Eux ont un modèle à quartz, probablement, même sûrement, pour des questions de précision et de fiabilité. Mais c'est quand même l'illustration, finalement, de l'ambiguïté de tous ces partenariats. Tu vois, tu voyais des photos en chemise des pilotes et de l'équipe Renault F1 avec des Bell & Ross. Il n'y a aucun pilote qui porte une montre, tu vois, quand il est dans sa bagnole. C'est pas vrai. Ah bon? Qui ça? Felipe Massa, il portait sa Richard Mille à l'époque. Comme Nadal porte sa Richard Mille quand il joue. Ok, il y en a combien?
Il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Il y en a, ils ont les montres sur les gants. Non, mais c'est là, voilà, c'est IWC qui fait ça notamment. Je trouve que c'est un petit pied de nez intéressant à mûrir en termes de réflexion. Ça n'enlève rien au fait que c'est quand même ce qui nous fait rêver. Mais on est passé d'un monde il y a 60 ans, monde de dotation, réellement de dotation, parce qu'il n'y avait pas d'électronique, en tout cas suffisamment petite et miniaturisée pour être portée sur soi. Donc on avait des mondes de dotation mécanique. Et aujourd'hui, finalement, ça nourrit le business, mais quelle est l'utilité pour le pilote lui-même? Eh ben, il y en a tellement peu que c'est un modèle à quartz. Exactement, parce que ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que pour une question, à mon idée, il faudrait voir avec eux, mais c'est hyper intéressant, une question de précision, je pense que c'est pour ça. Alors, dans un système professionnel, ça veut dire que quand on est un pro, une montre à quartz, c'est mieux. C'est chaud. Oh là là, c'est chaud, ça comme un faux. Les amis, on enchaîne sur la séquence suivante. Vous le savez, on est dans la saison 3 de Petite Montre entre amis. Il y a une séquence surprise. Et là, la surprise que j'ai pour Mathieu, c'est que je vais lui présenter cette montre. Et oui, vous la voyez ici. C'est la Contatempo Scuderia, une marque italienne que je lui présente tout de suite pour avoir son feedback. C'est le modèle Touring Coda-Corta en 42 mm avec un traitement acier PVD noir, calibre ETA 28-24. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus en termes de robustesse et de précision? 1260 €. Comme je savais que tu étais un fan, 1 de sport automobile, 2 d'auto italienne, puisque tu nous as parlé de ta Triumph TR4. Mais tu as aussi une Alfa Romeo. Eh ouais, italiana. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que je lui présente ce modèle de montre, une famille d'horlogers historiques qui a lancé ça avec le petit-fils, la 3e génération. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve cette montre vraiment pas mal. Qu'est-ce qui te plaît dessus spontanément? Archi lisible. Ouais. Pourtant. Mais moi, je dément pas. Elle reste assez lisible. C'est bon. C'est le régal de cette séquence, les amis, c'est d'essayer d'anticiper quelque chose, de soulever de la contradiction, de la discussion. Et puis, bien sûr, vous vous souvenez, je vous ai posé la question il y a quelques mois sur ce que vous attendiez sur la chaîne. J'en ai compris que vous souhaitiez découvrir plus de modèles. Et ben, l'idée, c'est d'en découvrir un ensemble et de faire réagir. Pas un client bidon, comme vous le savez, mais un vrai possesseur de montre qui peut un peu se retrouver perturbé avec cette montre. Alors, dans les choses que j'aime, donc c'est heure, date, j'aime beaucoup. Bon, les aiguilles me font vraiment penser à une belle Eros, mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui ont des aiguilles comme ça. Bien sûr, l'aiguille type instrument de mesure dans exactement. un avion, bien sûr. Par contre, les raisons pour lesquelles je n'achèterai pas cette montre-là, le PVD, ça c'est clair. Imagine elle est en acier. Parce qu'elle existe aussi en acier, les amis. Vous direz sur le site, en acier, ça ira. Sur le site internet. Ça irait. CT Scuderia, C voilà, comme Christophe, T comme Thierry, ctscuderia.com. C'est un modèle qui est distribué, que vous pouvez acheter en ligne chez Okara notamment, ou vous pouvez aller chez Aurel à Bordeaux également. Il y a un autre AD à Paris dont j'ai oublié le nom. 1260 €, tu vois. 1260 € pour un calibre TA 28-24 qui est du même format et qui a des éléments notamment sur la finition qui font la différence avec un 28-92. Mais tu vois, 1260 €, ta Bell & Ross 3006, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque quand même une différence de prix, comme tout le monde. Maintenant, je pense que tu as un sacré complément déjà entre le PVD et la céramique. Après, combien ça coûte une BR03 92 en acier?
Je sais pas. Ouais, je l'ai pas regardé à 3006, tu es à 3002, tu es à 2009. Voilà. Bon. Imaginons. Mais je suis d'accord avec toi, comme quoi sur les prix, il y a quand même un petit sujet, je trouve. Maintenant, Scuderia, ils n'ont pas le partenariat, parce que quand on dit partenariat, il y a tout ce qui va derrière, hein, tu sais, avec une équipe de Formule 1, avec etc., etc. Et ça coûte de l'argent. Bien sûr. Tu vois, c'est de l'investissement. Bien sûr. Ça veut donc dire que l'écart de prix, somme toute, on en revient toujours à la même logique. C'est pour ça que je n'y crois pas, moi, à ce rapport qualité-prix. C'est que dans le prix d'une Bell & Ross A521, en partenariat avec l'écurie Alpine F1, de fait, il faut financer le partenariat. Et le partenariat, c'est pas juste pour les beaux yeux de Bruno et Carlos. Il y a des stickers, on va sortir des montres, etc. Et non. C'est du business, tu vois. Mais là, tu as quand même la Scuderia Italia. Alors, c'est pas Ferrari, c'est pas Alfa Romeo, c'est pas Maserati, c'est Contatempo. Scuderia, les amis, c'était scuderia.com. Vous pouvez aller jeter un œil. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci? Sur une photo, tu vois, hein, tu réagis comme 7. ça. 7 sur 10 7. Quand tu vas rentrer chez toi, tu iras jeter un œil sur le site? Je pense pas. Il ne pense pas, les amis, au moins c'est dit avec franchise. On enchaîne avec la séquence suivante que vous connaissez bien, elle est apparue lors de la saison 2, recto verso. On a compris dans Streetwatch, Mathieu, que tu étais un fan de régate et de voile. Mais tu as un autre truc, j'ai l'impression, c'est les autos, c'est le sport automobile. Tu veux nous parler de quoi? Des voitures anciennes? Ouais. Comment t'es tombé dedans? Avant ou après les montres? Largement avant. Largement avant, ouais. Largement avant. J'aimais pas du tout les voitures. Moi, c'était quelque chose qui me fascinait pas du tout. Mes parents ont dû se battre pour que je passe mon permis. Et à 20 ans, au moment de passer le permis de conduire, j'ai ma première heure d'auto-école. Et donc, j'avais que le volant, absolument pas les pédales. Et on prend une route, et à un moment, on se retrouve à un carrefour. Et à ce carrefour-là, je savais très bien qu'en tournant à droite, c'était la route des vacances. C'est la route qu'on empruntait pour aller en Bretagne avec mes parents. Bien sûr, on a été tout droit. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que si je tournais à droite, je pouvais aller en vacances. Et donc, ça a pris un sens de liberté pour moi, énorme. Et ce phénomène de liberté, tu peux le retrouver dans pas mal de bouquins autour de la voiture ancienne, au moment de la sortie de la 2 chevaux, etc., pour plein de générations. Bien sûr. Et alors qu'aujourd'hui, la voiture, j'ai l'impression qu'on nous retire cette liberté de plus en plus. C'est horrible d'être fan de voiture aujourd'hui dans le contexte actuel. Tu as l'impression d'être un mauvais. Mais bon, à ce moment-là, ça a été une prise de liberté incroyable. Et n'aimant pas les voitures, et avant, la seule référence pour moi, la seule voiture qui avait un petit peu mon intérêt à ce moment-là, c'était la coccinelle. Et j'avais entrepris de m'acheter une coccinelle. Donc, tu vois, et ça s'est pas fait parce que pas les moyens, parce que à ce moment-là. Et j'ai eu la possibilité d'avoir une Alfa Romeo coupé Burton. Quel cylindrée? 1750. Et donc c'était une voiture de famille. Et là, ça a été incroyable. Donc je connaissais pas le modèle et j'ai dû complètement la remettre en route. Elle avait été arrêtée pendant plus de 20 ans. C'était le début des forums sur Internet. J'avais 20 ans, donc c'était le début des forums sur Internet. J'ai rencontré des gens incroyables parce que tout l'Internet, c'est aussi la possibilité de rencontrer des gens incroyables, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier sur l'auto de collection. J'ai rencontré un cousin à ma mère dans un train qui m'a dit « Alors, il paraît que tu as une Alfa Romeo de collection ?» Je lui ai dit « Oui ». Il me dit une phrase qui a été horrible. Ça a été « Tu vas voir la voiture de collection. Tu commences par une, et après ça te quitte plus, t'en veux d'autres, et ça ne t'arrêtera plus dans ta vie. » Et moi, au début, je me suis dit « Il est idiot celui-là, pourquoi il me dit ça ?» Eh bien, ça n'a pas loupé. J'en ai eu une, puis une autre, puis j'en ai revendu une, puis j'en ai repris une autre, et puis...
voilà. Donc tu as quoi aujourd'hui alors là? Donc j'ai mon Alfa Romeo coupé Berton. J'ai une Triumph TR4, donc, voilà, qui est vraiment absolument incroyable. À l'époque, le propriétaire de cette voiture-là, il devait rien avoir à faire de sa vie. Il allait sur les lieux de tournage. Et tu vois cette auto dans plein de films. Dans les aventures de Rabbi Jacob, tu la vois, c'est bon, ça. Celle-là, avec sa plaque d'immatriculation d'origine, tout ça, assez drôle. J'ai aussi une TR3. Au moment de la vendre, mon père il m'a dit tu la vends pas, je te la rachète. Il la stocke dans mon garage, donc voilà. Mais actuellement, je suis plutôt occupé. J'ai un ami très proche à moi avec lequel on fait des courses de voitures d'avant-guerre. Donc lui, il a les autos, moi je fais de la mécanique avec lui et on va faire les courses, le Mans Classique, etc. en avant-guerre et c'est vraiment encore un autre monde. 2020, il devait y avoir le Mans Classique qui a été annulé. Oui, c'est ça. Puis 2021, en fait 2020 a été reporté en 2021, 2021 annulé, et donc il y a la version, donc on est repoussé à 2022, et il y aura une édition exceptionnelle pour les 100 ans des 24 heures du Mans en 2023. Ok. Et oui, les amis, c'est ça, la passion du vintage sur les autos. Ce que je comprends, c'est que toi, tu fais un peu de mécanique. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de plus complexe en mécanique sur l'une de tes autos? Pas mal de choses. On a refait des moteurs avec un ami. Donc rien ne t'arrête. Un moteur. Il faut pas. En mécanique ancienne, il faut pas. Il faut pas être arrêté. Moi, je pars d'un principe un petit peu financier aussi. C'est-à-dire que tu sais que refaire un moteur, par exemple sur une Alfa Romeo, faut compter 5 000 €. D'accord ? Au pire du pire, même s'il faut que tu achètes des outils, même si tu as des galères, etc., ça te fait un budget de 5 000 € pour apprendre à refaire un moteur. C'est cool, faut le faire, faut y aller, il n'y a pas de problème. Non, le truc le plus chaud, j'étais avec mon ami à une sortie à Manicourt il n'y a pas très longtemps. Et la voiture en ligne droite, elle broutait sacrément. Et il s'avère qu'il fallait regarder du côté de la carburation. Donc on a démonté la carburation sur le circuit. Jusque-là, il n'y a rien de grave. C'est démonter un carburateur, il n'y a pas de problème. Quand c'est sur une Bugatti Type 35, c'est autre chose. Tu es un peu plus comme ça, tu vois. Et oui, puisque pour le coup, dans les voitures anciennes, tu as démarré avec la 2 chevaux. Après la coccinelle, on va dire, c'était les voitures du peuple français, allemand, etc. La Bugatti, là, on est sur très peu de modèles, peu de fabrication, peu de savoir-faire. Les machines n'ont pas été réusinées. Et là, c'est la même chose que dans les montres. Voilà, tu parlais tout à l'heure de dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ton ETA à 2892, il a tellement été fabriqué qu'il y aura toujours des pièces, il y aura toujours des horlogers pour savoir s'en occuper. Quand on touche à des choses extrêmement rares, les mécaniciens qui savent vraiment détecter d'où vient le problème, là, ça devient plus compliqué et c'est ce qui rend le truc passionnant. Et évidemment, quand on est dedans, c'est passionnant, c'est intéressant. Quand on n'y est pas, ça peut être un peu flippant. Mais les montres vintage comme les autos vintage, on peut démarrer, même si c'est de plus en plus cher. Une 2 chevaux, ça commence à coûter beaucoup d'argent, même une 4L, etc. Même des 205 GTI maintenant, c'est inaccessible. Un litre 6 GTI, la toute première, c'est à pas loin de 30 000 €, si ce n'est plus. Et oui, mais c'est ça la passion, parce que ça nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle des souvenirs. Et c'est ce qui nous guide pour aller de l'avant. Les amis, avant de se quitter, on enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Alors là, pour le coup, celle-là, tu l'as achetée il y a 3 mois. Mais bon, comme c'est pas du tout le cahier des charges que tu t'étais fixé, tu es revenu sur ton ancien cahier des charges, tu t'en es fixé un nouveau, ou là tu es en train de, on va dire, de passer la seconde, et de rétrograder et de pas trop t'exciter. Eh ben, dans mon cahier des charges, tachymétrique, étanche. Alors, j'avais oublié tout à l'heure Versaphir, assez résistante, plutôt Panda, etc., etc. Je trouvais rien. Ah si, il y avait des trucs, mais
la Daytona, par exemple. Tu vois, je veux bien. Hein, mais... faut que tu vendes toutes les bagnoles, la baraque, tout quoi. Voilà. Et une fois que j'ai mon budget qui a fait boum, et ben il y a Tudor qui a sorti son chrono Panda. Ouais. Et là, mais pareil, il faudra que j'aille l'essayer. Pour l'instant, on en est là. Elle m'a fendu le cœur en photo, direct. Ah oui, on salue les amis Serge qui l'a présenté dans Duel Time, qui est un des tout premiers à l'avoir acheté. T'es allé l'essayer? Pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment. Tu flippes en fait. Un genre de. Faut pas. Il flippe d'aller l'essayer parce qu'il va l'essayer, puis ça va faire plouf, et il va se dire putain, je vais prendre la Black Bay en céramique. Ouais. Non, mais encore une fois, tu sais, c'était François peut-être avec lequel tu avais parlé, qui avait une Panerai céramique sur un dual time. Ouais. C'est même pas une vidéo que j'avais regardée sur ta chaîne, parce que céramique, etc. Bon, ça m'intéressait pas du tout. C'est pas vraiment un truc. Eh oui, François Panerai en céramique de Belgique. Tous les amis belges de la chaîne, tu sais qu'il doit revenir avec d'autres modèles. François, je t'attends avec impatience parce qu'on va se régaler. On va se régaler. Et je suis exactement dans le même contexte que lui. Ce n'est pas les céramiques, ce n'est pas une montre qui m'intéresse. Sauf que, en l'essayant, ça fait comme lui. Je me suis retrouvé dans son explication, c'est-à-dire que tu la mets et tu fais waouh. Donc en fait, tu te prends la tête à te faire un cahier des charges pour savoir ce que tu veux acheter, et au final, tu achètes autre chose. Exactement, c'est pour ça déroutante. C'est qu'à la base, je suis parti sur une montre parfaite pour moi. Et finalement, aujourd'hui, je sais que ma Speedmaster, je la vendrai jamais parce que j'aime la haïr. Mais c'est quand même une Speedmaster. Elle, si un jour je dois vendre cette montre, ça sera que pour acheter une autre BR parce que franchement j'adore. Les amis, il a été marabouté complètement par Bell & Rost. C'est ça qui est beau. Mais là, on rejoint le concept qui a une vraie valeur à tout point de vue, qui a une valeur émotionnelle et qui a une valeur financière. C'est que quand tu es attaché à une marque, eh bien, en fait, ta capacité cartésienne à te dire « mais attends, dans quoi je mets mes sous ?» finalement, prend du recul et tu es prêt à faire quelque chose qui, pour beaucoup de gens, peut paraître déraisonnable. Mais pour toi, c'est raisonnable parce qu'il y a justement ce petit quelque chose d'indescriptible, d'inexplicable. Et la puissance d'une marque, c'est ça. Voilà. Donc toi, c'est Bell & Ross, ça a été et c'est toujours Omega. À la différence près, c'est que Bell & Ross, avec leur BR03, parce que les autres, c'est autre chose, c'est un autre sujet, c'est une vraie signature. C'est-à-dire, j'entends par là que une Speedmaster... il est bon, il va nous expliquer que pour Bell & Ross, c'est différent. Mais oui, parce que, prenons une Speedmaster. Chrono, fond noir, 3 sous-compteurs, lunettes tachymétriques. Même Bell & Ross en fait une qui ressemble énormément, etc., etc. Des montres carrées, ronds, avec les 4 vis comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Les amis, vous avez compris, il est complètement captivé. On le reverra sûrement pour la chaîne. Dans 10 ans, ce sera Petite Montre en Tamis, saison 13. Et on verra si réellement il a Bell & Ross dans ses gènes. Bien évidemment, on lui souhaite. Et puis on souhaite aussi d'autres modèles, d'autres marques, d'autres autos. Les amis, si vous voulez participer à cette saison 3 de Petite Montre entre amis, c'est la même chose que pour toutes les autres saisons, tous les programmes de la chaîne. Vous faites comme Mathieu, vous m'envoyez via un formulaire sur www.dailicious.fr le modèle de montre dont vous voulez parler, où vous habitez, comme ça on sait ce qu'on peut faire comme programme, le canapé de Petite Montre entre amis ou à distance pour Duel Time ou Battle avec un collectionneur. Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut les amis, ciao ciao.